À droite, les ambitions présidentielles s'aiguisent. Et il existe une bonne dizaine de candidats potentiels, et ou d'ores et déjà déclarés, ce qui semble faire beaucoup compte tenu de la relative modestie des troupes des Républicains à l'Assemblée nationale. Mais, au-delà des différences parfois profondes, une alliance avec le RN semble très éloignée de l'ordre du jour. Mais comment se situent les libéraux au regard du mot de l'ordre de l'union des droites? On va tenter de savoir si les libéraux sont favorables à l'union des droites. Donc, c'est écrit par Jean-Philippe Feldman, agrégé de faculté de droit, ancien professeur des universités, maître de conférences à Sciences Po, avocat à la Cour de Paris. La prochaine élection présidentielle pointe le bout de son nez, et la question de l'union des droites agite tout particulièrement le milieu politique. Mais qu'en pensent les libéraux? Union des droites, tel est le mot d'ordre lancé par des hommes politiques et des intellectuels à l'approche de la prochaine élection présidentielle. L'expression se comprend aisément au même titre que la tactique qu'elle recouvre. En effet, la droite de la droite sait bien qu'elle ne pourra pas l'emporter sans un excellent report des voix de la droite. La tactique de Marine Le Pen lors des dernières élections présidentielles a été de réaliser le meilleur score possible au premier tour pour conduire à une dynamique imparable au second. Mais elle n'a pas correctement fonctionné. Car il ne suffit pas d'arriver en tête ou même de réaliser un score disposé au second tour d'une réserve de voix suffisante. Il apparaît donc indispensable pour le futur du candidat du RN de s'agréger vers les voix de la droite. Le problème vient du fait que celle-ci ne veut généralement pas se compromettre avec celle-là. Certes, Éric Ciotti a franchi le pas l'année dernière, mais il n'a emmené qu'avec lui une petite partie des Républicains. Quant aux autres mouvements, de l'extrême droite ou de la droite dite nationale, je pense qu'ils pensent à Reconquête, ils pèsent trop peu et leurs dirigeants veulent conserver une visibilité présidentielle, de peur de disparaître du paysage politique. À droite, les ambitions présidentielles s'aiguisent. Et il existe une bonne dizaine de candidats potentiels, et ou d'ores et déjà déclarés, ce qui semble faire beaucoup compte tenu de la relative modestie des troupes des Républicains à l'Assemblée nationale. Mais, au-delà des différences parfois profondes, une alliance avec le RN semble très éloignée de l'ordre du jour. Mais comment se situent les libéraux au regard du mot de l'ordre de l'union des droites? Le libéralisme et la droite. Historiquement, le libéralisme est de gauche, et il va le demeurer jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les libéraux font partie des modérés sous la Révolution française, aussi éloignés des sanguinaires de l'extrême gauche que des réactionnaires de l'extrême droite. Sous la Restauration, Benjamin Constant est le chef des indépendants, puis de la gauche libérale. En 1850, le grand économiste Frédéric Bastiat siège à gauche à l'Assemblée. Par la suite, les libéraux vont insensiblement se déporter, plus exactement se retrouver déportés vers la droite. C'est le phénomène bien connu du sinistrisme. La radicalité de la gauche et de l'extrême gauche pousse les libéraux à se rapprocher des conservateurs. À la fin du XIXe siècle, les libéraux siègent au centre droit. Aujourd'hui, on parle couramment de droite libérale. Actuellement, l'homme politique libéral le plus important, David Linard, ne cache pas ses opinions d'homme de droite. Même si son parti Nouvelle Énergie comprend aussi des centristes revendiqués, et même s'il est partisan de primaires plus largement ouvertes, de la droite nationale aux centristes de diverses obédiences. En revanche, aucun homme politique libéral n'a jusqu'à présent plaidé en faveur d'une union des droites. Cela s'explique par deux raisons principales. La première est tactique. Une alliance avec l'extrême droite ferait perdre à la droite classique l'essentiel des voix centristes, ou tout simplement modérées. La seconde est plus profonde. Elle tient à des raisons de fond que nous allons exposer brièvement. Ce qui sépare les libéraux de l'extrême droite, la sécurité et l'immigration. La première différence entre extrémistes de droite et libéraux tient à la question de la sécurité et partant de l'immigration. Pour Marine Le Pen et le RN, la chienlit s'est installée depuis plusieurs décennies, et ce en dépit de leur mise en garde répétée. L'ordre public n'est plus assuré. La délinquance explose au même titre que l'immigration, les deux faits étant liés. Les libéraux ne nient évidemment pas ce que tout le monde de bonne foi peut constater, un accroissement exponentiel des incivilités, une croissance globale de la criminalité, une surdélinquance étrangère ou d'origine étrangère. Là, il y a des chiffres là-dessus sur l'INSEE, donc le ministère de l'Intérieur. Une hausse inédite dans l'histoire de France de l'immigration et une partie des immigrés rétive à toute intégration. Pour autant, ils font le départ entre une politique sécuritaire qui risque de mener à l'arbitraire, d'une part,
et le fait d'assurer autant que possible la délicate harmonie entre la liberté et la sécurité d'autre part. Ils refusent de faire des immigrés des boucs émissaires, et ils savent parfaitement que les frontières hermétiques ne seraient ni souhaitables, ni même réalistes. C'est l'occasion de dire que les libéraux ne sauraient être accusés comme ils le sont par les extrémistes de droite, d'angélisme ou de laxisme avec des frontières ouvertes à tout va. Ils se sont toujours opposés à l'immigration de confort, avec des personnes attirées par la générosité du modèle social français. Au contraire, si on n'avait pas un modèle social super généreux, il y aurait eu plus de gens qui auraient apporté de la valeur, on va dire. Cela nous permet de faire la transition vers le second grand point de différence. Ce qui sépare les libéraux de l'extrême droite, l'économie. Cette seconde différence entre les libéraux et les extrémistes de droite est peut-être la plus profonde, bien qu'elle soit trop souvent passée sous silence, ou du moins édulcorée. Depuis qu'elle est à la tête du RN, Marine Le Pen n'a jamais varié sur sa ligne économique et sociale, qui est clairement de gauche. Bon, oui c'est de gauche, mais c'est pas autant que LFI. Je sais pas si c'est au même niveau que le PS. Mais c'est vrai par contre qu'elle le dit, hein. Elle dit que quand on lui interroge sur la suppression des agences, je crois que c'était... On lui demandait si elle voulait supprimer des agences d'État. On en a pas mal en France, des agences d'État, où il y en a pas mal qui peuvent être supprimées, quoi. Et elle dit non, ça c'est un truc de droite. Madame Le Pen, vous savez très bien, tout entrepreneur le sait, la masse salariale, c'est là où le plus d'économies se font. Ça ne veut pas dire qu'il faut renvoyer, mais est-ce que le nombre de fonctionnaires doit être diminué? Un moment Schröder, les Allemands l'ont fait, les Anglais l'ont fait. Est-ce qu'on passera par là, oui ou non? Parce que le courage politique, vous savez très bien, c'est là où ça commence à se jauger. Mais non, alors ça c'est des trucs de droite. Le courage, c'est de supprimer les fonctionnaires. Ça c'est vraiment un truc... C'est pas supprimer les fonctionnaires, c'est réduire la masse salariale. Mais avant de réfléchir à réduire la masse salariale, est-ce qu'on pourrait arrêter de prendre en charge... Marine Le Pen est une femme de gauche, ça a été prononcé par Éric Zemmour le 27 octobre 2021 lors d'un déplacement à Biarritz. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça, déjà, selon vous? Parce qu'Éric Zemmour, il a un projet qui est très néolibéral et qu'il considère que quand on s'intéresse à la justice sociale, on est de gauche. Il ne peut pas concevoir qu'il puisse en être autrement. Moi, je suis désolé, j'ai toujours eu une fibre sociale. Je considère que le rôle d'un président de la République, ce n'est pas seulement d'être au chevet de ceux qui n'ont pas besoin qu'on les aide, c'est-à-dire les grandes entreprises du CAC 40, les gros salaires, les gros moyens, comme l'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron en supprimant l'ISF, mais c'est surtout... L'impôt sur la fortune. Voilà, mais c'est surtout de venir au soutien, en aide de ceux qui sont dans une situation de précarité ou de vulnérabilité. Donc c'est une vision effectivement radicalement différente qui nous sépare. Au tout début, je me rappelle, elle disait souvent qu'elle était ni gauche ni droite. Mais là, elle avait clairement pointé du doigt, ça c'est un truc de droite, quoi. Donc, enfin, c'est un peu flou, la position. Elle-même, elle affirme, quoi, je veux dire. Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'avec Éric Zemmour, son programme est socialiste. Et c'est vrai, il n'est pas socialiste. Parce que quand on écoute Sarah Knafo, et ils sont dans le même parti, je sais que Knafo n'est pas exactement comme Zemmour, hein, au niveau de l'économie. Mais Zemmour, il a l'air quand même... là, il dit que les propositions sont antilibérales. Il est étatiste, quoi. En fait, il est étatiste parce qu'il dit que la France s'est faite... a été créée avec l'État. Et donc, c'est un peu la suite logique. Enfin, pour lui, c'est un peu ça. C'est l'État. L'État est la base de la France, donc il faut garder l'État. Même s'il faudrait réduire son côté tentaculaire. Bah oui, j'ai des idées qu'on dira... Donc, si vous voulez les classer dans l'histoire des idées politiques, si vous voulez absolument faire ça, je suis de la ligne gaulo-bonapartiste. Vous êtes gaulo-bonapartiste. Oui, c'est-à-dire la grandeur de la France, la force de l'État, et la tradition, le respect de la tradition culturelle de la France. Voilà, c'est simple. Je n'ai pas à être solidaire d'Emmanuel Macron, je suis dans l'opposition. Mais je dis simplement, si moi, président de la République, je ne céderai pas. Voilà. Sur cette question. Sur cette question. L'état de la rue en ce moment. Avec ce que j'ai répondu à Cécile Cornudet, c'est-à-dire que moi, j'aurais mis cette réforme dans une réforme beaucoup plus globale.
Et je pense qu'elle aurait été mieux acceptée, c'est tout. Mais après, en ce moment, je veux dire, Paris brûle de temps en temps, Paris est sous les poubelles et ainsi de suite. Donc comment, dans la situation présente, quelle est la situation? Mais on ne, pardonnez-moi, là vous m'interrogez même, c'est même plus le journaliste, c'est sur la conception de l'État. L'État ne doit pas céder quand il est ainsi agressé. L'État doit rester le tenant de la force et de la violence légitime, on en parlait tout à l'heure. C'est inadmissible, ces violences-là. Donc moi, oui, je suis pour l'ordre contre le désordre et je suis pour le respect de la loi contre les factieux ou les... RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Vous vous penchez ce matin sur l'interventionnisme de l'État dans le monde de l'entreprise. En son temps, Dominique de Villepin aurait parlé de patriotisme économique. Et oui, ne dites pas à sa mère qu'il est colbertiste, elle le croyait libéral. Ne dites pas aux sénateurs socialistes et surtout à ceux de l'UMP qu'il est de gauche. Il le croyait de droite. Emmanuel Macron brouille les lignes qu'il avait lui-même tracées. L'homme des autocars et du travail le dimanche devient la terreur des patrons. Thales, Air France, Renault, l'État is back. Sonnet trompette de la renommée, le banquier d'affaires fait sa mue de grand serviteur de l'État à la manière d'un Georges Pompidou naguère. Mais Macron est à Pompidou ce que le pistolet à bouchon est au lance-roquettes. Le colbertisme pompidolien reposait sur deux armes redoutablement efficaces, les commandes d'État et la préférence nationale. Les deux ont été sacrifiés sur l'autel de l'Europe. Macron a lui-même théorisé la fin de notre capitalisme d'État. Alors que reste-t-il? Un capitalisme au long cours qui accompagne nos entreprises, dit-il. Ou comment combler le vide par des grands mots. Notre impérieux ministre n'aime pas être défié et veut se faire obéir. Mais un caractère et une légitime haute idée de soi ne font pas une vision. Et la panique devant les plans sociaux qui s'accumulent alors que se rapproche la présidentielle de 2017 ne fait pas une politique industrielle. Ce mot est d'ailleurs interdit par Bruxelles. Le président et le Premier ministre ont pourtant pris le taureau par les cornes. On reproche aux Français, et en particulier à la gauche, de ne pas être assez social-libéral comme le seraient nos voisins allemands ou anglais. Et si c'était l'inverse? Et si nous étions trop libéraux et trop sociaux? Plus libéraux que les Allemands qui ont conservé une forme de capitalisme d'État avec leurs banques régionales publiques, et que les Anglais même qui ont gardé leur souveraineté monétaire. Plus sociaux que les Anglais et les Allemands qui privilégient le travail, même mal payé, sur l'assistanat. En fait, la seule réponse stratégique de la Hollandie fut le fameux CICE. Des cadeaux aux entreprises, a-t-on dit, alors qu'il n'était que la simple compensation des hausses d'impôts décidées en 2012. Politique de l'offre, se sont vantés les communicants de l'Élysée et de Matignon, alors qu'elle n'est que la sempiternelle baisse des charges sociales, suivie par tous les gouvernements depuis François Mitterrand. Ne jurant que par l'État, elle ne s'oppose nullement au modèle social français. Bien au contraire, elle veut simplement pour autant que cela soit possible au regard tant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que des règles communautaires internationales, le réserver aux Français de souche, entre guillemets, ou à tout le moins ceux qui résident régulièrement sur notre sol, tout en coupant quasi totalement les vannes de l'immigration. Oui, les vannes, ça c'est vrai. Parce qu'à partir du 16 de chaque mois, vous travaillez pour l'État et pour lui seul. Vous financez donc, entre autres, les incroyables erreurs de Bruno Le Maire. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'épée de Damoclès qui menace la France, sa dette. Depuis 1973, la France n'a pas voté un seul budget à l'équilibre. Depuis 51 ans, ceux qui nous dirigent n'ont jamais été capables d'équilibrer les recettes et les dépenses de l'État. Parce que c'est le 16 de chaque mois que vous cessez de travailler pour vous et que vous commencez à travailler pour l'État et les impôts que vous lui devez. Je viens donc vous parler de la manière proprement ahurissante dont l'État détruit la richesse que vous créez. En contrepoint, les libéraux considèrent que notre modèle social est en lui-même un monument étatiste, donc néfaste, et au surplus branlant. Ils estiment également qu'il constitue un appel d'air pour des immigrés qui entendent s'installer en France, pour en profiter plutôt que lui apporter leurs compétences. Ils plaident en faveur d'un État puissant, mais limité. Mais puissant parce que limité, et réduit à l'essentiel à ses missions régaliennes, sécurité intérieure, extérieure du territoire, donc diplomatie, etc., justice et relations internationales. Les différences avec les programmes nationalistes populistes et sociaux du RN sont donc patentes. La situation pourrait-elle changer?
Un rapprochement entre les libéraux et les extrémistes de droite est-il pourtant envisageable? La personnalité de Jordan Bardella semble moins clivante que celle de Marine Le Pen, mais le nouveau président du RN souffre justement d'un manque apparent de conviction. Ces circonvulations entre les deux tours des élections législatives de l'année dernière ont été l'un des facteurs les plus décisifs de l'échec relatif du RN, en dépit du score élevé, ne l'oublions pas. C'est toute la difficulté pour l'extrême droite, nous le disions, en liminaire, conserver ses électeurs tout en élargissant suffisamment sa base. Mais à vrai dire, tant que l'extrême droite française restera extrême, nous ne voyons guère comment elle pourrait rallier les suffrages de conservateurs bontins et des libéraux, et comment elle pourrait opérer un virage à l'italienne. Nous sommes également sceptiques sur l'entreprise de libéralisation du RN entamée par Éric Ciotti, après son alliance avec lui. Un facteur doit cependant être pris en considération. La radicalisation accrue de l'extrême gauche, les outrances quotidiennes des insoumis, LFI, ont déjà permis aux parlementaires RN d'apparaître autrement plus fréquentables. Le fait que Jean-Luc Mélenchon et ses troupes représentent aujourd'hui le danger numéro 1 pour les libertés incite à penser qu'entre deux représentants du populisme, au second tour de l'élection présidentielle, le candidat du RN pourrait l'emporter par défaut. Mais on peut aussi se dire que les membres du RN nourrissent des ambitions plus élevées que d'être considérés comme une simple roue de secours contre l'islamo-gauchisme. Voilà. Jean-Philippe Feldman. Alors, moi, je suis d'accord avec sa vision, sauf sur... Voilà, je suis d'accord avec la partie historique du libéralisme qui était d'abord de gauche, qui a ensuite été au centre droit, etc. Et par contre, sur ses prédictions, donc le virage à l'italienne, ça je pense que c'est possible. Hein. Sinon, à part ça, sur ses prédictions, je pense qu'il se trompe. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous êtes libéral? Est-ce que vous êtes favorable à l'union des droites? Est-ce que vous vous reconnaissez pas du tout dans les partis de droite qui sont actuellement à l'Assemblée? Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, voilà. C'est tout à fait possible. Déjà, personne n'est d'accord avec un programme à 100%, mais en plus, on peut ne pas se reconnaître dans des partis. N'hésitez pas à commenter, à dire votre avis. Moi, c'est un plaisir. Et si vous voulez aller plus loin, je vais vous exposer un petit peu maintenant le journal. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez dès à présent rejoindre le canal Patreon, la page Patreon, pour une petite somme. Et vous pourrez donc accéder à des contenus exclusifs, des vidéos exclusives. Et en plus, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité sur Patreon, donc c'est le canal, donc j'ai lancé ça, c'est le canal de discussion privée. Donc il y a le canal de discussion privée que vous pouvez retrouver. Vous pourrez me suivre sur les réseaux sociaux, sur X, sur Instagram, sur TikTok, etc. Et donc je compte aussi lancer une infolettre sur la science, donc résumer des sujets qui sont intéressants, donc dans des journaux scientifiques sérieux, des sujets par exemple sur l'innovation dans la médecine, résumer ça et en parler dans une infolettre. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre que j'avais créée ici par exemple, et de toute façon je vais informer les gens que le contenu sera des actualités sciences plutôt. Donc une infolettre science, les réseaux sociaux, le canal Patreon. Vous pouvez me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à me donner votre avis. Mais moi je vous dis à la prochaine.